72 heures avant le jour du scrutin, les forces armées togolaises expriment leur suffrage. Vote par anticipation donc ce mercredi 22 avril sur toute l'étendue du territoire national pour les corps habillés. Les échos de cette opération dans ce journal. Pendant ce temps, la campagne électorale amorce son dernier virage. À quelques heures de la fin de cette opération de charme, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication fait déjà le point de la mission des médias et les félicite pour leur sens de responsabilité. Et puis sommet extraordinaire demain jeudi à Bruxelles, 4 jours après le naufrage d'un chalutier en Méditerranée qui a coûté la vie à 800 migrants. Les chefs d'État de l'Union européenne seront face à leurs responsabilités pour éviter de nouveaux drames humains. C'était les principales articulations de ce journal. À toutes et à tous, bonsoir. Nous débutons par ce communiqué du gouvernement. Il nous a été donné de constater que de faux sondages circulent depuis ce mercredi 22 avril 2015 sur les réseaux téléphoniques et Internet, donnant de prétendues tendances de l'élection présidentielle de la part d'un institut de sondage dont l'existence n'est pas établie. En attendant d'identifier les auteurs de ces actes répréhensibles susceptibles de troubler l'ordre public, les populations sont invitées à n'accorder aucun crédit à ces informations dénuées de tout fondement. Le gouvernement prend à témoin les observateurs nationaux et internationaux de cette manœuvre malveillante dont l'objectif est de porter atteinte au bon déroulement du processus électoral et à sa crédibilité. Ce nonobstant, le gouvernement se félicite de la poursuite du processus électoral dans une atmosphère de paix, de sérénité et de quiétude. Il rassure l'opinion nationale et internationale que toutes les dispositions ont été prises pour le bon aboutissement de ce processus dans le calme, la sécurité et la transparence. Je vous le disais en titre, donc les forces armées togolaises étaient aux urnes ce matin, comme annoncé depuis plusieurs semaines par décret présidentiel. Un vote par anticipation comptant pour la présidentielle du 25 avril prochain. Et ce matin, le président de la CENI était à l'école primaire publique du camp général Nyazingbe et Adema pour constater le bon déroulement de cette étape du processus électoral. Le compte rendu avec Emmanuela Adiaklo et Rachel Aoukou. À la file indienne, les forces de sécurité et de défense accomplissent leur devoir civique. Nous sommes à l'EPP camp général Nyazingbe et Yadema. Ici, 13 bureaux de vote ont ouvert pour le vote par anticipation. Le chef d'état-major général des forces armées togolaises, le général Abalo Kadanga, exerce ici son droit de vote. Pour l'heure, tout se déroule dans le calme et la sérénité. Et particulièrement, je suis très satisfait d'avoir accompli mon devoir civique au même titre que mes camarades ici présents. À présent, nous sommes disposés à assurer la sécurité de l'élection au cas où on nous fait appel. À mon arrivée, et pendant que j'accomplissais mon devoir civique, je n'ai pas eu à remarquer un manquement. Le président de la CENI, Tabiou Tafa, est venu s'enquérir du bon déroulement des opérations. Nous constatons une très grande affluence des éléments de FDS qui veulent chacun accomplir son devoir civique. Nous sommes satisfaits de l'organisation de ce centre. Nous profitons pour féliciter le président de la CENI et ses collaborateurs et nous invitons les électeurs à la patience parce que les files sont longues, chacun passera à son tour, il fait un peu chaud, mais ça ne se passe qu'une fois. Et demain, ce sera terminé pour eux. En tout, 224 bureaux de vote sont disponibles sur l'ensemble du pays pour ce vote. Le vote par anticipation est autorisé par l'article 117 du Code électoral afin de permettre aux forces de sécurité et de défense de se libérer et être disponibles pour sécuriser efficacement le reste du processus électoral. À l'école primaire publique, camp gendarmerie, autres centres de vote, ce sont les éléments de la FOSEP, Force Sécurité, élection présidentielle 2015, qui se sont également prêtés à l'exercice. Pierre Soussoupo. La Force de Sécurité, élection présidentielle, FOSEP 2015,
en ligne pour l'accomplissement de son devoir civique. Dans ce bureau de vote, comme beaucoup d'autres ouverts pour la circonstance, on observe tous les protocoles et on vote le candidat de son choix. Je viens d'accomplir mon devoir citoyen. Je viens de voter comme tous les agents de la force de sécurité et de défense. Et ce vote aujourd'hui, vous savez que c'est le vote par participation. C'est pour nous permettre de gérer au mieux le 25 la sécurisation des bureaux de vote et faire notre travail d'une façon beaucoup plus simple et efficace. Comme prévu par le code électoral, forces de sécurité et de défense ont respecté sur toute l'étendue du territoire national le vote par anticipation. Au total, 8000 hommes de rang ont exercé leur droit de vote et devront donc vaquer à leur mission, la sécurité du reste du processus électoral en cours tel que défini par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Pierre Soussoupo l'a dit, les corps habillés en fonction dans les autres garnisons de l'intérieur du pays ont également rempli leur devoir civique quelques jours avant le reste du corps électoral. Les étapes de Kara et d'Apaon avec nos correspondants Nestor Mozo et Désiré Aloy. Selon le code électoral togolais, les agents des forces de sécurité et de défense exercent leur droit de vote 72 heures avant tous les autres citoyens. Cette disposition a une fois encore été respectée. À Kara, les corps habillés ont voté pour l'élection présidentielle du 25 avril dans 11 bureaux répartis dans 2 centres, l'un à l'école primaire publique centrale et l'autre au CEG Camp Général Améi. Nous avons, selon les instructions données par nos chefs, notamment la CELI COSA, commencé les activités déjà à 5h30. Par l'ouverture des bureaux de vote et par l'installation du matériel électoral. Et après toutes les autres activités connexes, nous avons effectivement commencé le vote à 7 heures. Depuis que nous avons commencé, il n'y a pas eu de rupture. La file est là, ils viennent, ils votent. Dans notre centre, tout se déroule dans de bonnes conditions. Tout a démarré à 7 heures comme prévu. Tout le matériel était là. Donc ça se déroule normalement. Le président de la commission électorale locale indépendante, CELI COSA, a fait le tour des bureaux dans les 2 centres et par rapport au problème des délégués des candidats, il s'est montré rassurant. Ça a bien démarré. Je pense que ceux qui devaient être peut-être déployés comme membres de FOSEP, les forces de sécurité, ils ont commencé par voter ce matin et tout se passe bien dans l'ordre. Les délégués, ils vont arriver parce qu'ils ont pris les mandats qui ne nous sont pas retournés très vite. D'autres, on les a reçus hier, le temps de les signer, peut-être ils vont prendre le train en marche. Dans toute la région de la Kara, 25 bureaux ont été ouverts. Après avoir joui de ce droit de vote par anticipation, les forces de défense et de sécurité pourront mieux jouer leur rôle le 25 avril. Voici l'image du jour, une image à la une, le vote par anticipation des forces de sécurité et de l'ordre. Selon la loi établie, elles devront s'acquitter de ce devoir civique 72 heures avant le jour du scrutin. Que ce soit à l'école primaire publique du camp ou au 4e RI, elles étaient présentes pour voter. Nous, les membres du bureau, nous sommes arrivés ici à 5h30. Juste après ça, nous avons essayé de mettre le matériel et de placer les personnels, tout le monde à son poste. À 7h00 que nous avons commencé le vote. Le vote se déroule dans de bonnes conditions. Le représentant du pouvoir central de Thônes et les membres de la CENI ont fait le déplacement des centres pour constater l'effectivité du déroulement de ce vote par anticipation. Partout où je suis allé, j'ai vu des éléments des forces de défense et de sécurité dans les rangs en train d'exercer leur devoir civique. J'ai vu les observateurs. Je suis heureux de constater que le vote par anticipation se déroule très bien. Dans les 2 centres de vote dans le Thônes, les observateurs, autres acteurs du processus, étaient visibles dans l'exercice de leurs fonctions. Une autre étape du processus électoral qui va bientôt prendre fin dans quelques heures. Il s'agit
de la campagne. En attendant le coup de sifflet final, les membres de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication font déjà le point de cette opération avec les journalistes. Constat de l'instance de régulation, mention honorable à tous les organes de presse. Dodo Waré, Isidore Koubati. La presse togolaise dans son ensemble avait une mission bien définie à accomplir en cette période de la campagne électorale pour la présidentielle du 25 avril, celle de traiter de façon impartiale et en toute équité les activités des candidats en lice dans le respect des règles de déontologie et d'éthique. À quelques heures de la fermeture de la campagne électorale, l'instance de régulation des médias, la HAC, a convié ici la presse nationale et internationale et les observateurs internationaux accrédités pour un débriefing. Globalement, nous avons quand même senti que la presse a bien joué son rôle. La presse a respecté les règles du jeu et a pu observer les principes d'équité, de pluralisme. Et je crois que de ce point de vue-là, nous pouvons féliciter toute la presse togolaise à ce sujet. Au-delà de cet aspect salutaire, la HAC est allée cette fois-ci plus loin en demandant à la presse d'observer scrupuleusement la période de silence au lendemain de la fermeture de la campagne électorale. La période de silence, c'est la période où les médias doivent observer tout simplement que la campagne est terminée et donc on ne doit plus diffuser un message ou quelque chose qui ressemble encore à une campagne déguisée qui se poursuit. Et il faut donc tout simplement mettre fin à toutes les activités que les candidats ont pu justement organiser pendant la campagne. Pour les observateurs internationaux présents à cette rencontre, la presse doit maintenant faire preuve de grande prudence et beaucoup de professionnalisme. L'observation de certaines règles contribuera à la réussite d'un scrutin présidentiel équitable, transparent, démocratique et apaisé. Et concernant cette période de silence, je vous donne lecture de ce communiqué de la HAC. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication informe les médias publics, privés et la presse étrangère que, conformément à l'article 68 du Code électoral, la campagne électorale prend fin demain jeudi 23 avril 2015 à minuit. La HAC leur rappelle par ailleurs que dès la fin de la campagne officielle et ce jusqu'au jour du scrutin dénommé période de silence, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, de publier ou de faire publier par tout moyen de communication audiovisuelle ou écrit, tout message ayant le caractère de propagande pour un parti, regroupement de partis politiques ou un candidat. Elle invite par conséquent l'ensemble de la presse au respect scrupuleux de ces dispositions. Et vous suivrez comme toujours à la fin de cette édition le journal de la présidentielle. Ce sera avec Gerson Deveau. Gerson, bonsoir. Bonsoir Anita. Lentement mais irrévocablement, nous approchons de la fin de la campagne. Oui Anita, la fin c'est demain. Demain, jeudi, mais pas la fin de toute chose, comme on le dirait dans la Bible. Le vote c'est samedi, la campagne, elle, effectivement, s'arrête jeudi à 0h. Demain donc. Et justement, de la campagne, qu'y a-t-il au menu ce soir, le journal? De la séduction. Tous les candidats y vont de leur petite touche de la séduction, petite touche sexy, le mot est à la mode. Vous verrez Faure Gnassingbé, par exemple, séducteur, Agoué, allant jusqu'à prendre des airs de Nelson Mandela dans le langage, dans le look aussi, un Faure Gnassingbé complètement décontracté, invitant les militants de son parti à faire du porte-à-porte. Chaque voix compte. Séduction également pour Adi et Maître Tchassona Traoré, vous le verrez, Adi et Aimé Chaboré. Vous verrez donc quelque part de danse du professeur avant le message, c'est pour capter l'attention donc de l'électorat. Maître Tchassona Traoré, maintenant, il y va de sa petite blague entre Moba et Kotokoli à Dapaon. Ça, c'est pour mobiliser également l'électorat, captiver donc l'attention donc de l'électorat. Il va jusqu'à se poser comme le roi venu affranchir les esclaves. Cap 2015 et Jean-Pierre Favre dans les lacs, Vaubamono, ne manque pas de touche. On verra cela dans les images. Enfant d'Elitama, il va toujours de sa affaire. Vous savez, il est le plus jeune des candidats, ça se comprend. Bref,
tout le monde est là ce soir en séducteur. Merci beaucoup, Gerson. Rendez-vous donc ce soir pour voir toute cette opération de séduction. Et nous poursuivons cette édition toujours avec cet autre communiqué, cette fois de la CENI. Dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle du 25 avril 2015 et conformément aux recommandations de son Excellence Dramani Mahama, président de la République du Ghana et président en exercice de la CEDEAO, la Commission électorale nationale indépendante CENI informe l'opinion publique et les médias qu'elle donne une conférence de presse demain jeudi 23 avril 2015 à 10h à son siège 6 à la cité Oya à Lomé. Cette conférence de presse vise à faire le point du processus électoral, notamment l'état des lieux du fichier électoral, les modalités du vote, pliage de bulletins de vote, authentification des bulletins, les modes de transmission et de gestion des résultats du scrutin du 25 avril 2015. La CENI invite par le présent communiqué tous les médias du service public et privé à une large couverture de cette conférence de presse. Elle y convie également les candidats à la présidentielle du 25 avril prochain ou leurs représentants et renouvelle aux uns et aux autres toute sa gratitude pour leur disponibilité habituelle. Pour l'élection présidentielle du samedi prochain, les observateurs nationaux ont été accrédités. Parmi eux, il y en a qui se retrouvent au sein du FTSCD, entendez, Forum togolais de la société civile pour le développement. À Kara, le forum a formé les observateurs qu'il a désignés pour le compte de la région. Le compte rendu avec Nestor. Bonsoir. Mission d'observation électorale pour le FTSCD. Le Forum togolais de la société civile pour le développement a été accrédité par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, pour observer le scrutin présidentiel prochain. Avant d'être envoyés sur le terrain, les agents mandatés par le FTSCD ont eu une séance de renforcement des capacités, comme ici à Kara. Une mission d'observation sert à assurer la transparence du scrutin, à faire en sorte que les droits de l'homme soient respectés. Et la formation va insister sur le rôle de l'observateur, l'éthique, la neutralité, le travail d'impartialité et la discrétion. Quand on est observateur, on n'est pas un contrôleur. Vous êtes dans un bureau de vote, vous suivez le déroulement, ce qui ne va pas, ce qui va vous crocher, vous notez. Vous n'êtes pas là pour jouer aux gendarmes ou bien pour jouer aux justiciers. Donc il y a une éthique, une déontologie sur les principes du rôle de l'observateur que nous devons les former. Le Forum togolais de la société civile pour le développement va déployer 833 observateurs sur toute l'étendue du territoire. Les données enregistrées par chacun de ces observateurs serviront au FTSCD à dresser un rapport qui sera soumis à l'appréciation de la Commission électorale nationale indépendante. Et toujours pour un scrutin apaisé, le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement GF2D a lancé hier à Lomé un mécanisme de prévention et de gestion des conflits dénommé Plateau de veille et d'alerte aux femmes pour la gestion des conflits. Et ce mécanisme rassemble les responsables de diverses organisations de femmes et permettra de faire le monitoring de la violence en période électorale et contribuer au règlement pacifique d'éventuelles situations de conflit. Le compte rendu avec Augustin Kossi et Silver Abdou. Une présidentielle apaisée et sans violence au Togo, les femmes y croient fermement. Le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement GF2D mobilise les organisations des femmes et des jeunes pour la prévention et la gestion des conflits pendant le processus électoral. Des éducateurs et des internautes de paix sont alors formés pour une meilleure appropriation des valeurs civiques et citoyennes. Ces éducateurs, éducatrices de paix et internautes de paix sont dans nos communautés, font déjà l'activité de prévention à travers les sensibilisations, donnent la bonne information sur le processus électoral, appellent la population à adopter un comportement de paix avant, pendant et après le scrutin. Notre mécanisme de veille a à sa base ces éducateurs-là et nous avons une cellule de coordination qui assure l'analyse, le traitement des informations remontées par les éducateurs, éducatrices qui sont dans les communautés. Des groupes de sensibilisation sont aussi constitués à Lomé
et dans les autres régions du pays. Il s'agit essentiellement pour ces derniers de travailler en étroite collaboration avec les institutions impliquées dans le processus électoral pour un scrutin présidentiel apaisé. Et pour un bon déroulement du scrutin du 25 avril prochain, je vous donne lecture de ce communiqué de la CENI relatif au désengorgement des centres de vote dans le Grand Lomé. Il est porté à la connaissance des électeurs que, dans le souci de réduire la concentration des électeurs dans certains centres de vote du Grand Lomé, la Commission électorale nationale indépendante CENI a créé de nouveaux centres de vote qui sont des désengorgements des centres de vote de 2013. Le tableau à consulter dans le quotidien Togo Presse présente pour chaque centre source de 2013, le centre de désengorgement pour cette année 2015. Les électeurs qui ne trouveront pas leur nom dans le centre source sont priés de se rendre dans le centre de désengorgement généralement situé à proximité. La CENI demande instamment aux électeurs de centres concernés à consulter les listes électorales affichées dans les centres avant le jour du scrutin. Ils peuvent également se faire orienter en envoyant par SMS leur numéro de carte d'électeur au 1010. La CENI remercie tous les électeurs pour leur bonne compréhension. Vous pouvez donc consulter les nouveaux centres de désengorgement dans le quotidien Togo Presse. Et la Commission électorale nationale indépendante informe également l'opinion publique et les citoyens régulièrement inscrits sur les listes électorales que pour le scrutin présidentiel du 25 avril 2015, les électeurs peuvent consulter leur bureau de vote de rattachement par SMS. À cet effet, elle invite chaque électeur à vérifier le bureau de vote où il votera le samedi 25 avril en envoyant le numéro de sa carte d'électeur par SMS au numéro 1010 à partir de son téléphone portable. La CENI encourage vivement les électeurs à utiliser ce moyen avant le jour du scrutin pour connaître le centre où ils voteront. La CENI compte sur la compréhension et l'engagement de tous pour un bon déroulement des opérations de vote ce 25 avril 2015. Actualité hors du Togo à présent, que faire face au naufrage à répétition de migrants en Méditerranée. C'est demain jeudi que se tiendra le sommet d'urgence des chefs d'État de l'Union européenne. L'Italie, pays en première ligne, appelle à passer des paroles aux actes. Mais à Rome, l'heure est toujours à l'émotion. Minute de silence ce matin au Parlement italien. Les députés se recueillent en mémoire des 800 à 900 personnes mortes dans la nuit de samedi à dimanche après le naufrage d'un chalutier au large des côtes libyennes. Puis le Premier ministre, dont le pays est en Europe le plus exposé à la question des migrants, monte à la tribune pour interpeller ses partenaires européens à la veille d'un sommet extraordinaire sur la question. L'Europe ne doit pas être qu'une assemblée de pays membres d'un club économique. Nous ne voulons pas être un club de techniciens au fait des enjeux géopolitiques, mais qui ne sait pas trouver les réponses dans des moments délicats. Matteo Renzi appelle ses homologues à s'attaquer directement à ce qu'il appelle les esclavagistes du XXIe siècle, soit les réseaux de passeurs. Le Tunisien qui commandait le bateau chaviré ce week-end, en garde à vue depuis hier, a justement été accusé aujourd'hui de séquestre de personnes et devrait être inculpé d'ici la fin de la semaine. De leur côté, les 26 migrants qui ont survécu à la tragédie ont été transférés au centre d'accueil de Mineo, près de Catane. Leur périple est néanmoins loin d'être terminé. Ils doivent désormais rester ici jusqu'à ce que leur demande d'asile soit acceptée. Cela prend souvent de 12 à 13 mois. 3200 personnes sont déjà entassées dans ce centre et les chiffres devraient encore grossir. Depuis seulement ce matin, au moins 1106 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes, 545 à Salerno près de Naples, 446 à Augusta en Sicile et 112 à Lampedusa. L'Europe doit donc intensifier ses efforts pour faire face. Pour l'aider, Médecins sans frontières a annoncé le lancement d'un bateau médicalisé pouvant accueillir 400 migrants. En Libye aussi, on fait mine d'avoir pris la mesure du problème. Des dizaines de personnes y ont été arrêtées hier par la police alors qu'elles s'apprêtaient à prendre la mer. Et la lutte contre le terrorisme s'intensifie en France. Le gouvernement en a la certitude. L'homme de 24 ans de nationalité algérienne arrêté dimanche dernier projetait un attentat imminent contre une
ou 2 églises. Une affaire qui survient alors que les députés français doivent voter prochainement la loi controversée sur les renseignements. Regarde. Un homme blessé par balle qui appelle le SAMU. Et voilà comment la police française aurait déjoué dimanche dernier un projet d'attentat sur 1 ou 2 églises à Villejuif, en région parisienne. L'homme de 24 ans dit avoir été blessé par balle. Les sauveteurs préviennent la police comme il se doit en cas de blessure de ce type. Son comportement étonne. La police finit par arrêter cet étudiant algérien. Elle découvre un arsenal dans son appartement et sa voiture. Un arsenal composé notamment de plusieurs armes de guerre, d'armes de poing, de munitions, de gilets pare-balles et de matériel informatique et de téléphonie. Des documents en rapport avec Al-Qaïda et l'État islamique sont identifiés, ainsi que des échanges avec la Syrie. Cet individu était en contact avec une autre personne pouvant se trouver en Syrie, avec laquelle il échangeait sur les modalités de commission d'un attentat, ce dernier lui demandant explicitement de cibler particulièrement une église. Cet homme était fiché notamment pour sa volonté de départ vers la Syrie. Et il pourrait déjà avoir fait une victime. Des indices entraînent la police vers une scène de crime à Villejuif. Aurélie Châtelain, une danseuse, arrivait de Caudry dans le Nord pour suivre une formation de gymnastique. Elle a été retrouvée morte dimanche dans sa voiture, une balle dans le corps. L'ADN de l'individu était retrouvé dans le véhicule d'Aurélie Châtelain. Par comparaison effectuée à partir de 2 traces de sang retrouvées, l'une sur le frein à main et l'autre sur le bas de caisse gauche. De même, du sang d'Aurélie Châtelain était retrouvé sur la parka du mis en cause. L'homme est en garde à vue, l'enquête se poursuit pour connaître d'éventuelles complicités des sources de financement. Elle a été confiée à la brigade criminelle de la PJ parisienne et à la DGSI, les hommes de la sécurité intérieure. Et on s'arrête un instant sur la cible de ce présumé apprenti terroriste, les églises. Qui sont ces groupes qui s'en prennent ces derniers temps aux chrétiens, aussi bien au Moyen-Orient qu'en Afrique, avec la récente exécution d'une vingtaine de chrétiens éthiopiens par les djihadistes du groupe État islamique. Réponse. Crie sa colère contre le groupe État islamique. Il a massacré 28 Éthiopiens chrétiens samedi dernier en Libye. Cette offensive contre les chrétiens se propage dans tout le Moyen-Orient. Églises dynamitées ici, en Syrie, abandonnées plus loin, prêtres et fidèles fuient l'avancée des djihadistes. Ils imposent la conversion à l'islam, le paiement d'un impôt ou la mort. Alors, seuls des combattants kurdes et assyriens protègent les lieux. Les hommes du groupe État islamique sont à quelques kilomètres à peine. Dans les villages aux alentours, ils ont enlevé des chrétiens par centaines en début d'année. Depuis, aucune nouvelle. Même barbarie en Égypte. En février, 21 Coptes sont décapités, une volonté de terroriser qui pourrait peut-être atteindre l'Occident. Pour eux, l'Occident est chrétien, avant qu'il soit laïque. Pour eux, la France est chrétienne avant qu'elle ne soit laïque. Et vu qu'ils sont dans une guerre de religion, donc islam contre monde chrétien, ils appellent à frapper les chrétiens. Un acharnement sur les chrétiens qui atteint son but en Syrie et en Irak. Ils fuient par centaines de milliers. Retour en page nationale, le ministère de l'Environnement en collaboration avec le Bureau de la stratégie internationale des Nations Unies pour la prévention des risques et catastrophes a organisé ce matin à Lomé une rencontre de validation de la base de données historique sur les catastrophes survenues les 30 dernières années au Togo. C'est à travers une réunion de présentation de ces données aux acteurs impliqués dans la gestion des catastrophes. Le compte rendu avec Sonia Ménico et Christine Petit-Calodé. Les risques de catastrophes ces dernières années s'intensifient avec les effets du changement climatique. Le Togo, à l'instar des autres pays, a commencé à intégrer des mesures de réduction et d'adaptation. Pour mieux planifier les interventions et les investissements en lien avec la réduction des risques de catastrophes, le Togo dispose désormais d'une base de données sur les aléas survenus sur la période 1980 à 2014. 514 données validées et parmi les secteurs les plus affectés, les transports, l'énergie, la communication et l'eau. C'est près de 514 données. C'est relié, par exemple, des situations de décès, de sinistres, des maisons complètement endommagées, maisons détruites, routes ou infrastructures endommagées. On doit nécessairement se baser sur des situations de référence et faire des projections dans le temps. La base de données servira à évaluer le coût des dommages, pertes et besoins de reconstruction post-catastrophe.
C'est également un outil de plaidoyer. Cette base de données, normalement, doit servir à tous les acteurs au niveau national pour pouvoir effectivement améliorer son système de réponse. Et je crois que c'est un outil très important et que nous souhaitons l'améliorer au jour le jour pour que cet outil puisse efficacement nous servir. Les différents acteurs impliqués se l'approprient pour une meilleure utilisation. La réalisation de cette base de données a été possible grâce à l'appui du PNUD et du Bureau de la stratégie internationale des Nations Unies pour la prévention des catastrophes. Fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Glidi dans les lacs. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.